Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Controverse. Près de 3 ans après le début des changements politiques survenus en Tunisie et en Égypte et après ce fameux discours qui s'en est suivi du président de la République sur l'ouverture du paysage audiovisuel, où en sommes-nous aujourd'hui? Après des mois d'attente et d'imprécision, le projet de loi sur l'audiovisuel est enfin arrivé au Parlement, à l'Assemblée populaire nationale, mais l'adoption n'est évidemment pas prévue avant 2014, voire même après l'élection présidentielle d'avril prochain. Nous en parlerons lors de la première partie de Controverse. Dans la seconde partie, nous aborderons 2 volets essentiels, à savoir la régulation et le marché de la publicité qui permettra aux chaînes privées de vivre ou de survivre. Pour en parler avec nous ce soir sur notre plateau, Ahsan Benjaballah, vous êtes professeur à la faculté de journalisme d'Alger. Vous êtes également ancien directeur général de l'APS et ex-directeur de la communication du président Liam Zerouel. Avec nous également Riyad Rejdal, vous êtes directeur général adjoint et copropriétaire de la chaîne de télévision Al Jazeera. Avec nous ce soir également le journaliste Salim Aga, vous êtes rédacteur en chef de l'Expression. Et avec nous également Belkacem Moussaoui, vous êtes sociologue en médias et en communication, professeur également à l'École supérieure de journalisme d'Alger. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite rétrospective de l'histoire de l'audiovisuel en Algérie avec Malek Benhassine. L'histoire du secteur de l'audiovisuel dans notre pays est intimement liée à l'histoire de l'Algérie. Il a connu les mêmes heures de gloire, il souffre des mêmes maux. Pendant la lutte de libération nationale, les services de propagande gérés directement par l'armée d'occupation sont passés à un niveau de production intensif et à un niveau de diffusion renforcé. C'est alors que le 16 décembre 1956, il y a 57 ans, presque jour pour jour, naît à la frontière algéro-marocaine la première radio nationale, la voix de l'Algérie combattante. Cette station, dont la portée était inférieure à 70 km, est légitimement reconnue comme l'ancêtre de l'audiovisuel algérien. 3 mois après l'indépendance, le 28 octobre 62, l'audiovisuel national prenait forme par la réappropriation des ondes algériennes et des installations techniques aménagées. L'audiovisuel, en tant qu'instrument, se mettait à la disposition du pouvoir national pour promouvoir une politique de développement indépendante, de promotion culturelle et de la personnalité algérienne et d'engagement solidaire des luttes de libération dans le monde. Nous vivions les beaux jours du parti et de la pensée unique, et que notre souci, en même temps que la véracité de l'info, était d'éviter les sujets qui fâchent, susceptibles de porter atteinte à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Octobre 88, dans sa remise en cause radicale, mettra un peu d'ordre dans la pensée des Algériens, téléspectateurs, auditeurs, journalistes et producteurs d'émissions compris. On découvre que les Algériens peuvent penser différemment, le déclarer sur les antennes sans pour autant perdre leur qualité d'Algériens. C'est l'avènement de la Constitution de 89, des réformes de 90, du pluralisme qui annonce le multipartisme et dans la foulée, une presse écrite différente, privée, libre des entraves d'un système étatique qui s'est cantonné à quelques titres, toujours présents. L'audiovisuel ne suivra pas la même évolution. Malgré les engagements pris au plus haut niveau et maintes fois réitérés, c'est l'immobilisme qui a caractérisé la démarche de l'État. Parallèlement, un certain effort a été déployé par l'audiovisuel de l'État. L'ex-chaîne unique s'est multipliée par 5 et les radios régionales au nombre de 4 à l'origine sont passées à 48. Est-ce que la multiplication des programmes peut substituer le pluralisme de l'audiovisuel? Il faudrait pour cela recueillir l'avis de ceux qui écoutent et qui regardent. C'est à eux et à eux seuls que doit revenir le dernier mot. Comme vient de le dire Malek Benhassine, donc cette émission Controverse coïncide avec l'anniversaire de la création de la radio La Voix de l'Algérie combattante. Une pensée ce soir pour tous ceux qui l'ont fondée il y a près de 60 ans. Alors, première question, on vient de parler d'immobilisme concernant ce projet de loi sur l'audiovisuel, 2 ans après le fameux discours de 2011. Riyad Rejdal, vous dirigez une chaîne de télévision privée Al Jazeera. Est-ce que vous constatez qu'il y a aujourd'hui un immobilisme concernant le développement du paysage audiovisuel en Algérie ? Merci pour l'invitation. Forcément, et beaucoup de lenteur depuis le discours de Monsieur le Président de la République.
Donc, il y a eu cette prise de risque de Chorouk en première position, Chorouk TV, et pour essayer de récupérer les audiences que nous avons perdues au détriment de chaînes du Moyen-Orient et étrangères en général. Et l'exercice a été réussi. Al Jazairiya TV est la chaîne qui a démarré juste après Chorouk en janvier 2012. Mais tout ça a été réclamé par tout le peuple algérien. On est arrivé à traiter la télévision algérienne publique d'Eliatima. Donc tout le monde souhaitait cela. Donc maintenant que c'est là... Est-ce que c'était une naissance difficile ? Risqué. Difficile de toutes les façons, même dans de bonnes conditions, c'est difficile de lancer une chaîne de télévision. Donc le difficile restera, quelles que soient les conditions. Mais là, c'était difficile et risqué. On a réussi à capter de l'audience algérienne et récupérer l'audience algérienne perdue par la télévision algérienne. Et théoriquement, aujourd'hui, nous devons avancer très vite. Et chaque jour que nous perdons, nous sommes en train de créer plus d'anarchie dans le Salim Agar, il y a beaucoup d'anarchie aujourd'hui dans le domaine de l'audiovisuel, puisqu'on attend aujourd'hui cette fameuse loi. Est-ce que vous partagez l'avis de Riyad Rajel ? Est-ce qu'il y a une anarchie ? Une anarchie, oui, parce que d'abord, quand vous parlez l'immobilisme dans l'ouverture politique intérieure, mais aujourd'hui, avec la mondialisation, la démocratisation des chaînes de télévision via satellite, c'est vraiment ouvert depuis 3 ans, peut-être plus, parce qu'aujourd'hui, vous avez plus de 500 chaînes mais de télévision. Mais ce sont des chaînes qui activent presque dans l'illégalité. Qu'importe, mais c'est des chaînes. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'ouvrir... moi, je disais hier, je discutais avec un ami, je lui dis, on parle d'ouverture audiovisuelle. En fait, on n'en a même pas besoin, puisque l'audiovisuel s'est ouvert tout seul. Alors, que va apporter cette loi ? Laissez-moi terminer. Que va apporter cette loi ? La loi, en fait, elle n'apporte pas grand-chose, mis à part d'ouvrir les vannes pour la publicité et d'avoir des autorisations d'ouvrir des bureaux. Et surtout, et c'est ça le plus important pour les chaînes privées aujourd'hui qui émettent de l'étranger, c'est d'avoir le direct. Et c'est un peu la grande disons, attente des chaînes privées, parce que si l'audiovisuel privé est ouvert officiellement et l'autorité qui sera créée à ce moment-là délivrera des autorisations pour toutes les chaînes qui sont offshore ou bien clandestines, comme vous le dites, eh ben, ils auront le droit d'avoir des émissions en direct, de concurrencer la chaîne publique qui aura aussi un JT en direct, des émissions en direct, et même parfois concurrencer dans le domaine jusque-là réservé aux télévisions publiques, c'est-à-dire la couverture officielle et aussi le sport. Belkacem Ousfaoui, vous êtes expert en communication. Comment expliquer aujourd'hui cette naissance difficile ? Qu'attend-on vraiment aujourd'hui pour adopter cette loi sur l'audiovisuel, annoncée, il faut le préciser, en 2011 par le président Bouteflika ? D'abord, merci Khaled Darani de provoquer ce moment de discussion sur un sujet ô combien d'importance. Les télévisions, les Algériens, les Algériennes, on en reçoit des tas et des tonnes. Quasiment des conteneurs. C'est comment faire en sorte que notre pays, l'Algérie, puisse se développer dans un nouveau système. Il faut créer des ruptures. Il y a eu la rupture de 1962, la rupture de Sitaye Belwatani 1992, qui pouvait être porteuse. Une rupture avortée. Oui, de comment aller vers des choses nouvelles et comment est-ce qu'avec la télévision, ce n'est que l'un des médias tout petits. Ce n'est que l'un des médias tout petits qui est dans le méga-média Internet. Il y a bien entendu les médias traditionnels, radio, télévision, radio, etc. Et il y a l'Internet qui apporte de nouvelles chaînes. Comment être au diapason ? Diapason, c'est une musique, c'est une révolte, c'est un combat. Donc, de ce premier mot, ce que je veux tout simplement dire, c'est que les défis, ils sont énormes. Et le retard ? Pardon ? Allez-y, dans le retard sur la loi sur l'audiovisuel ? Il y a un retardement extrêmement maléfique pour l'Algérie. C'est volontaire ? L'Algérie, depuis... Volontaire, non. Vous savez, les personnes humaines, elles sont humaines, nous allions dire. Mais il y a un gâchis qui a été monstrueux depuis 62 années d'indépendance et que Ayrault, le ministre français, le Premier ministre français, vienne nous dire, et c'est très bien dans un sens, comment construire le deuxième cinquantenaire de l'indépendance.
quelque part, pourquoi pas? C'est comment construire, l'Ifetmet qui mène Golo, c'est comment construire, y compris et surtout avec la télévision, d'autres images de l'Algérie qui ne soient pas dribblées avec le Qatar, avec l'équipe d'Algérie pour le mondial Brésil, etc. L'Algérie est d'une algérianité beaucoup plus développée. Le média télévision, nous l'investissons personnellement. Moi, je l'investis d'un crédit, d'une importance qui dépasse beaucoup plus de choses que ceux de conteneurs que des décideurs voudraient le mettre dedans. Hassan Boujaballah, est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une réelle volonté, comme le dit Belkacem Mostfaoui, de retarder cette loi sur l'audiovisuel? Est-ce qu'il y a des dessins derrière? Je voudrais d'abord, effectivement, c'est lié à la question, c'est un petit peu remonter le temps et l'espace aussi. Parce que remonter l'espace, en matière d'audiovisuel et tout particulièrement la télévision, le média télévision et radio. Hein. Dans beaucoup de pays, même occidentaux, il y a eu des retardements, comme le disait Mostfaoui. Donc, il y a eu des freins qui ont été mis à l'essor de la télévision, que ce soit en France. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec Sarkozy il y a quelque temps, où la nomination des DG de télévision, et il avait repris en main la chose. Donc, il y a toujours cette tentation. Et l'audiovisuel français ne s'est ouvert que très, très tard. Il s'est ouvert en fait en 1981 oui, voilà, avec l'arrivée des socialistes. Voilà, très tard. Donc il ne faut pas s'étonner. Mais c'est lié. Mais comment expliquer aujourd'hui que l'Algérie, et M. Lejdel l'a dit tout à l'heure, comment expliquer que l'Algérie soit quasiment le dernier pays d'Afrique? Vous avez une question de volonté politique aussi. C'est lié à des volontés politiques. Je suis désolé de le dire, mais il y a eu des moments où des volontés politiques avaient cette propension à ouvrir, et la loi de 90 a ouvert le champ audiovisuel. Bon, malheureusement, il y a eu d'autres événements qui ont saboté la marche, et puis, bon, ça s'est arrêté en plein vol. Hein. L'ouverture, elle est inscrite dans la loi de 90. Exactement. Elle était inscrite, il y avait déjà des examens qui se préparaient, des dossiers, etc. Et donc il y a cet aspect. Donc, s'il y a des volontés politiques, c'est-à-dire il y a toujours cette propension chez l'individu, chez le décideur, les décideurs en poste, à freiner les choses. Maintenant, le problème de l'anarchie, bon, vous savez, anarchie, vous êtes assez sévères tous, hein, il me semble. Hein. Vraiment, c'est l'anarchie. Il n'y a pas d'anarchie. Il y a des développements peut-être spontanés. Non, des développements. Mais c'est tout à fait normal. Un pays qui a été dans les libertés ont été bridées pendant plusieurs décennies, et auparavant un siècle et demi. Est-ce qu'elles le sont toujours, les libertés? Est-ce qu'elles sont encore bridées aujourd'hui? Mais bien sûr, ces libertés, bridées, bon, c'est relatif. Ça dépend des secteurs. Mais aussi, c'est qu'il faut que ces libertés soient régulées, soient dans un cadre réglementé. Hélas, c'est ce qui fait peut-être défaut. Riyad Lejdel, en tant que directeur de chaîne privée, est-ce que vous avez été consulté pour la mise en place de cette loi sur l'audiovisuel? Est-ce qu'on écoute aujourd'hui les chaînes de télévision pour mettre en place cette loi? On a été consulté, on a été écouté. Est-ce que ça sera pris en considération réellement? On ne sait pas. Est-ce que vous avez des objections sur le contenu de ce projet de loi? Est-ce qu'il va aux chaînes de télévision privées? Il y a un truc qui n'est vraiment pas normal, c'est que les chaînes privées et la chaîne publique sont traitées différemment. Allez-y, de quelle manière? La télévision publique doit respecter la démocratie, doit développer la culture, doit développer des choses, alors que le privé, on n'a traité que le public là-dessus. Alors que le privé aussi devra respecter ces mêmes conditions. Et donc, normalement, toutes les chaînes de télé sont traitées de la même manière. Ensuite, la télé publique a les subventions de l'État qu'il faut, parce que ça fait du service public. Nous aussi, nous en faisons. Et donc, théoriquement, toutes les chaînes devraient être traitées de la même manière dans ce projet de loi. Mais j'ai envie de rajouter un point. On craint l'audiovisuel, mais l'audiovisuel, il va participer au développement du pays, il va créer des richesses, il va
redonner un sens à notre culture et à nos origines, et nous allons exporter notre culture et notre pays et notre tourisme. Nous allons faire de la promotion pour notre pays. C'est ça l'objectif de l'ouverture de l'audiovisuel. Et l'audiovisuel, dans tous les pays du monde, il a tiré l'économie vers le haut. Donc aujourd'hui, on craint l'ouverture de l'audiovisuel. Heureusement que ces chaînes ont été créées au début 2012, parce que depuis 2012, si les chaînes privées n'ont pas été créées, les chaînes étrangères auraient fait des massacres dans notre pays. Heureusement qu'on a réussi à recapter l'attention de l'Algérien par des programmes moyens. Est-ce que vous considérez médiocres. avoir gagné la confiance du téléspectateur algérien? Est-ce que vous estimez avoir réussi à le détourner des chaînes étrangères, Riyad Ajdal? Nous l'avons récupéré en grande partie. Après, on ne pourra jamais lutter devant de très grands programmes de chaînes internationales du Moyen-Orient ou de l'Occident, parce que c'est des programmes à gros budget. Mais nous avons réussi à recapter l'attention avec un contenu local. Donc après, il faut que la qualité des programmes suive. Aujourd'hui, déjà avec le contenu local, avec notre dialecte, avec parler de nos habitudes et de ce que nous faisons au quotidien, nous avons déjà réussi à recapter l'attention de l'Algérien. Il faut que les moyens suivent pour qu'on passe à un autre stade qualitatif. Nous parlerons des moyens lors de la deuxième partie de cette émission. Salim Agar, que contient exactement ce projet de loi? Parce qu'on ne connaît pas les détails, on ne connaît pas les contours, on parle d'une différence entre chaînes généralistes et thématiques. Où en est-on aujourd'hui dans ce projet de loi sur l'audiovisuel? Je ne suis pas le rédacteur en fait de cette loi, mais je peux en dire quelques mots. Ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple que dans la principale composante de cette loi, c'est de fixer en fait les paramètres de priorité d'une chaîne privée. C'est-à-dire qu'au-delà de 30%, un propriétaire ne peut pas avoir plus que ça pour avoir l'ensemble sur une chaîne privée. Il y a aussi le problème qui a été exposé par de nombreux journalistes et notamment par de nombreux spécialistes, c'est le problème des chaînes thématiques. Qu'est-ce que signifient les chaînes thématiques aujourd'hui pour cette loi et pour le gouvernement? Il y a certaines chaînes qui étaient un peu des chaînes généralistes, qui se convertissent aujourd'hui petit à petit à des chaînes d'information. Même chose, aujourd'hui Vous parlez notamment de Nahar et de Chourouk. Nahar était une chaîne d'information, elle est restée. C'est Chourouk qui va se convertir en fait dans ce sens-là. Mais il y a aussi la composante de l'autorité de régulation qui est le plus grand, je pense, la plus grande attente des directeurs de chaînes, parce que c'est elle qui va délivrer les autorisations pour les nouvelles chaînes de télévision, c'est elle qui va fixer les lignes rouges pour les... ou bien même parfois... Il y aura des lignes rouges, Salim Agar? Ben, c'est sûr. Sur quel sujet? Surtout le volet politique ou autre chose? Vous savez... Dans votre reportage, vous avez oublié un aspect très important. Il y a un deuxième reportage qu'on verra. Je ne sais pas, mais je parle du premier. C'est que vous parlez depuis tout à l'heure des retards concernant l'ouverture audiovisuelle. C'est que ces retards sont essentiellement liés, comme a dit M. Djaballah, à la politique du pays. En 90, nous avons, le gouvernement a ouvert le champ à la presse écrite. Il a fait un essai, ce qu'on appelle un essai général, et il a trouvé que certains titres ont pris de l'ampleur et sont devenus de grands groupes. Je termine juste cette phrase. Brièvement. Alors, il s'imaginait qu'ouvrir des chaînes de télé privées, cela va avoir le même impact sur la télévision publique, du moment que la presse privée écrite a un petit peu effacé la presse publique. Alors, il y a eu des essais en 2004 avec Khalifa TV, il y a eu des essais d'ouverture avec Beurre TV, un peu Berber TV, on les a autorisés à travailler, mais toujours est-il, c'était des chaînes de droit étranger. À ce propos, est-ce que vous pensez, Salim Agar, qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures qu'on fait vis-à-vis des chaînes publiques et des chaînes privées, comme l'a dit Riyad Ajdal? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une volonté de sauvegarder l'acquis de la télévision publique, parce que la plus grande peur du gouvernement, en fait, c'est que la télévision publique s'efface face à la puissance et l'ouverture de temps qui est donnée par des télévisions privées. Est-ce que des chaînes privées peuvent aussi assurer un service public? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que le service public peut être assuré par des chaînes de télévision privées? C'est une question de sens. Samourth, le pays. C'est comment le pays, la société, réagit à des turbulences ô combien
déstructurante et magnifique en même temps. C'est-à-dire toutes les Algériennes, tous les Algériens, ils peuvent recevoir des tas d'images. C'est comment, en fait, dans une société donnée, l'Algérie qui est nôtre, il y a des décideurs qui peuvent se dire, tiens, on va concocter un avant-projet de loi sur l'audiovisuel, un ministère de la communication, une présidence, un audiovisuel d'État, bien entendu, cinquantenaire de 2 ans de plus. Comment ils pourraient continuer de formater tout cela? Ce qui m'importe, moi, comme sociologue, c'est comment la société, elle bouge. Comment la société, elle ne se contente pas de recevoir ce qui lui vient d'ailleurs. C'est la béquée. Vous savez, Khaled Darani, les oiseaux, les oisillons, là, ils sont dans un nid. Ils reçoivent, maman, papa, ils reçoivent des choses. De combien la société algérienne, elle a été magnifiquement développée, déstructurée malheureusement aussi. Comme sociologue, c'est cet entrelac. Ce sont ces deux choses-là qui m'importent le plus. Que j'entende l'ami collègue entrepreneur d'une chaîne de télévision, Dzeyer TV, Jazeera TV, Dzeyer TV, Nahar, Shorokh. C'est un peu comment casser les œufs pour faire de l'omelette. Par contre, l'omelette, elle n'est pas forcément magnifique. Les omelettes de l'audiovisuel, 52 ans, on a laissé faire. L'État s'est défaussé de responsabilité. Et quelle responsabilité prendre? Donc c'est comment réguler d'un point, pardon, Khaled Darani. Brièvement, la question que je vais poser, allez-y. D'un point, pardon, Khaled Darani. Oui. Et ça rejoint, bien entendu, ça continue de rejoindre votre question, Khaled Darani. Service public de l'audiovisuel absolument indispensable pour l'Algérie. Aucune nation du monde développée ne s'est développée sans avoir un service public de l'audiovisuel. BBC, France 2 et tutti quanti. Même Berlusconi, en fait, il a laissé ses plumes. Il a fait aussi c'est comment dans notre pays développer le service public de l'audiovisuel en faisant en sorte qu'il y ait des règles claires pour qu'il y ait des investisseurs, des opérateurs, des apporteurs d'imagination, d'idées pour créer de nouvelles télévisions. Hassan Jaballah, on va clore avec vous la première partie de l'émission. Une question avant de vous donner la parole. Est-ce que vous pensez aussi, vous avez dirigé une agence de presse officielle, l'APS, mais est-ce que vous pensez aussi que des chaînes privées créent aussi le service public? Il faut, je crois, bien maîtriser le concept de service public. Parce qu'il ne faut pas aussi qu'il y ait confusion avec le secteur public. Il y a le secteur public, il y a le secteur privé, même dans l'information. Maintenant, le service public, donc c'est le problème juridique et de gestion, des formes de gestion. Question de cahier de charge aussi. Voilà. Maintenant, oui, le service public obligatoirement s'applique au niveau du secteur public, obligatoirement. Le secteur public doit, mais le service public peut et devrait, il serait souhaitable qu'il soit aussi pratiqué par le secteur privé. Parce que quand on dit service public, maintenant la notion est beaucoup plus large, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général qui concerne un peu tout le monde. Et là, il est lié, bien sûr, à demain, lorsqu'il y aura l'autorité de régulation, etc. Ça existait pour la télévision, la PS. Il y a le cahier de charges qui énonce toutes les charges de service public. Les gens sont obligés d'y souscrire, privé comme public. Bien sûr, il y a des formes compensatoires, il y a des formes de compensation. Vous savez, on ne fait pas... Parce que le service public, ça revient cher aussi, le service public. Donc, et donc, il y a... Là, je ne veux pas parce qu'il a parlé de l'autorité de régulation. C'est très, très important. On en parlera lors de la deuxième partie de l'autorité de régulation. On en parlera lors de la deuxième partie. On passe à la deuxième partie de Controverse. Depuis quelques mois, les Algériens assistent à une mutation de leur paysage audiovisuel. De nouvelles chaînes ont fait leur apparition. D'autres devront voir le jour au cours de l'année prochaine 2014. Petit tour d'horizon du paysage audiovisuel algérien. Dans quel contexte a-t-il émergé? Quel est le statut de ces chaînes dites privées? Reportage Saoussen Sebiane.
En 2011, le gouvernement algérien a lancé une série de réformes politiques dans la foulée des contestations des pays voisins. Celle qui avait retenu notre attention était une phrase prononcée par le président de la République, selon laquelle le paysage audiovisuel s'ouvrirait à toutes les tendances politiques. Une nouvelle qui n'a pas manqué d'être interprétée par la presse dès le lendemain. Certains journaux titraient avec jubilation l'ouverture imminente du paysage audiovisuel au secteur privé. Ils ont vu en ces annonces une décision pouvant mettre fin au monopole d'État de la radio et de la télévision algérienne. Il faut dire que pendant bien longtemps, beaucoup attendaient des signes forts pour pouvoir se lancer, une opportunité que certains entrepreneurs n'ont pas ratée. Aujourd'hui, il existe de nombreuses chaînes dans le paysage audiovisuel algérien, mais pourtant toutes reconnues comme des entreprises étrangères. Juridiquement et de manière légale, le paysage audiovisuel algérien se résume en une seule chaîne, étatique, déclinée en 4 canaux satellitaires. Les chaînes diffusent globalement les mêmes programmes, pour la plupart qualifiés d'obsolètes par les téléspectateurs. Ça a toujours été le même JT depuis l'indépendance. Le JT de 20h, ils font que déclarer, parler du ministre et tout. Ma cache le public, c'est classique que les personnes de l'État, un ministre le flani ou le directeur de la société le flania. Il y a pas mal de choses à améliorer aussi par rapport à la qualité d'information, à la qualité des programmes et voilà. Auparavant, c'était comme du classique, en regardant comme ça, on dirait qu'ils sont en train de lire. Rares sont les jeunes téléspectateurs à opter pour ces programmes. Ils regardent le plus souvent les chaînes étrangères. Pour eux, tout le journal relate les activités officielles des dirigeants. Je ne regarde pas, à part TF1 et la 6 et la 2. Canal+. Le citoyen, il demande plus d'honnêteté par rapport à l'information. C'est surtout ça. Si ça peut aider à avoir une liberté d'expression, si ça peut aider à dénoncer certaines choses qui font que la société part en dérive, oui, c'est bien. Si ça peut aider à dénoncer, bien sûr, c'est bien. Le citoyen a besoin de connaître ce qui se passe, ce qui se produit, ce qui se réalise dans le pays. Pourquoi se tourner vers l'extérieur lorsque nous pouvons être informés par nos propres médias ? Jusqu'à quand les chaînes dites privées seront considérées comme de simples représentants de chaînes étrangères ? Difficile d'exercer dans un cadre légal aujourd'hui. En attendant la prochaine loi de l'audiovisuel, promise et tant attendue, les chaînes privées ne tiennent qu'à un fil et aux dépens d'un agrément qui peut être retiré du jour au lendemain. C'était le reportage de Soucet Sebien. Avant de parler donc du marché de la publicité et de la régulation, un mot sur la qualité des programmes. Alors, est-ce que la qualité des programmes, elle est au rendez-vous, Salim Agar, Riyad Ajdel, ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer, surtout après la polémique qui a éclaté après le reportage sur les résidences universitaires diffusé par Nahar TV. Comment avez-vous trouvé ce reportage, Riyad Ajdel, celui de Nahar TV sur les résidences universitaires ? Peut-être qu'il y a des dépassements, mais nous sommes en train d'apprendre tous à faire de la télévision. L'audiovisuel algérien est en train de s'ouvrir et on ne passera pas à côté d'erreurs. Donc, je ne peux pas apporter une critique sévère par rapport à ce travail-là. Est-ce que votre chaîne aurait diffusé un tel reportage ? Non. Non, mais nous risquons de faire des erreurs, nous aussi, pendant les 5 premières années. Donc voilà, après, c'est des choix de ligne éditoriale. Et le buzz qu'a créé ce documentaire, je veux dire, les gens le paieraient très cher pour provoquer un buzz pareil. Il est plus important que celui de Tigin Tourin. Est-ce que c'est un buzz négatif ou positif ? Écoute, peut-être négatif si vous voulez, mais tout le monde en parle et tout le monde l'a regardé et tout le monde regarde cette chaîne. Donc si c'est négatif, peut-être, mais le résultat est là. C'est la meilleure audience. Salim Agar, le reportage de Nahar TV ? Tout à fait d'accord avec Riyad, mais vous savez, ce genre de reportage est parfois utile pour cette chaîne. Pourquoi ? Pour faire justement le buzz. Et je me souviens que Dzer, quand elle était web, elle avait fait un reportage excellent sur la drague en Algérie qui avait fait le buzz sur le net. C'est à peu près la même chose justement pour Nahar. Et comme l'affaire Tigin Tourin, Nahar a profité justement de ce genre de sujet qu'on appelle sensationnel pour s'attirer aussi bien
les regards, mais aussi les foudres. Comme a dit Napoléon, vaut mieux parler de moi, que ce soit en bien ou en mal. Donc, Riyad Rejdel a dit que le Jazairien n'aurait pas diffusé un tel reportage. C'est des choix éditoriaux, en fait. C'est Nahar Assaline, Choroq Assaline. Moi, j'ai discuté avec des gens de Choroq. Ils m'ont dit la même chose, mais je doute fort qu'ils auraient refusé peut-être de ne pas diffuser ce genre de reportage, qui leur a fait beaucoup de publicité. Il y a eu des reportages plus percutants et plus incisifs qui ont été diffusés sur d'autres chaînes qui n'ont pas eu de succès. Mais je reviens à l'histoire de la qualité des programmes. Il y a on parlait de télévision privée algérienne. Aujourd'hui, ils ont la liberté de temps, mais ils n'ont pas le succès. C'est ça le plus dramatique dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de courir derrière la qualité. Et il y a certaines chaînes qui essayent de faire des choses, comme Jazairien qui fait des choses de qualité, mais le succès parfois n'est pas au rendez-vous. Même chose pour d'autres chaînes. Mais aujourd'hui, vous parlez d'autorité de régulation, d'autorisation, etc. Je vous cite un seul exemple. Le groupe MBC, c'est un groupe saoudien. Eh bien, il n'est pas installé en Arabie Saoudite, ni à Riyad, ni ailleurs. Il est installé à Dubaï. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la démocratisation de l'audiovisuel, vous n'avez pas d'obligation de vous installer quelque part pour diffuser un tel programme. C'est aussi une question de choix. Mais le véritable nerf d'une télévision, c'est l'argent. Un mot, Riyad Rejdel, avant de passer à... Oui, la qualité des programmes. Oui. Il faut juste rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes sur satellite. Donc, nous devons d'avoir une bonne qualité de programme pour tenir devant la concurrence. Nous sommes sur satellite. Mais qu'est-ce qu'une bonne qualité de programme, Riyad Rejdel ? C'est les moyens. C'est les moyens. Et une chaîne de télé, elle fonctionne avec les mêmes moyens à Dubaï ou en Arabie Saoudite ou en Algérie. Le coût d'un programme, c'est le même partout. Je vous cite un exemple. Et aujourd'hui, nous sommes en train de compenser ces programmes culturels qui coûtent cher par des plateaux politiques, alors que dans notre pays, il n'y a pas de politique. On n'arrête pas de raconter on essaye d'analyser et d'avoir de la visibilité sur quelque chose qui n'existe même pas. Mais au moins, ça coûte pas cher. C'est un plateau qu'on utilise pour 3-4 programmes. C'est le personnel qui est déjà payé. Et on fait semblant de donner de la fraîcheur alors qu'il n'y a rien derrière tout ça. L'une des grandes revendications, justement, des partis politiques pour l'ouverture audiovisuelle au privé, c'est justement le débat politique à contre-courant. Mais aujourd'hui, vous avez des chaînes privées qui organisent régulièrement des débats politiques avec des partis de l'opposition, mais ils n'ont pas autant de succès. Voilà, Bassem Mousaoui, on va interroger le sociologue aussi. Merci, comment peut-on parler? Moi, j'ai flashé sur qualité. Oui, allez-y. Les partis politiques, on s'en fout. Il y en a trop. Il y en a 60. Il y en a trop. C'est comment faire en sorte que la télévision, merveilleux outil de communication, qui peut être d'endogénéité, c'est-à-dire endogène, il y a des images sur de la vie réelle qui va ressortir sur les écrans de chaînes de télévision algériennes. La société algérienne qui en a reçu trop, elle est bourrée, elle est fichue, elle en a reçu trop de télévisions étrangères. Donc la qualité, tout simplement, moi, à mon sens, c'est comment faire en sorte que, y compris dans cet avant-projet de loi en discussion à l'Assemblée nationale, l'instance de régulation qui adviendrait, who knows, c'est comment faire en sorte qu'il y ait des chaînes de télévision, d'abord du secteur public. C'est comment l'ENTV va respecter ses devoirs de respecter le service public de l'audiovisuel, c'est-à-dire l'écoute, l'engrangement, la retransmission d'un patrimoine magnifique d'images, de sons, d'idées. C'est le secteur public de l'audiovisuel. Les chaînes de télévision privées, c'est comment faire advenir que pour la qualité... Non, je vais vous prendre 30 secondes. Vous m'en avez pris un peu trop tout à l'heure. Tout simplement. Il y en a marre, la quantité. Si nous attendons, comme nous avons attendu que nous advienne, que nous boursouflent les conteneurs
qui arrivent sur les ports d'Algérie, les marchandises venues d'ailleurs, ces marchandises-là, elles vont être transmutées en robinet d'images, comme Nesma l'a fait pour la Tunisie. Et tente de le faire un peu pour l'Afrique du Nord. Les télévisions offshore qui n'ont rien à cirer, de l'algérianité, elles n'ont pas de sens. Hassan Jaballah, est-ce que vous pensez que la régulation va améliorer la qualité? Écoutez, moi d'abord, je l'ai toujours dit et répété, c'est-à-dire il n'y a que ceux qui ne travaillent pas, qui ne commettent pas d'erreurs. Ça, l'expérience, ma modeste expérience, même du temps du parti unique, ne commettent pas d'erreurs que ceux qui ne produisent pas, qui ne travaillent pas. Donc, il y a eu... Maintenant, la floraison de chaînes, de titres, de presse, même de partis politiques, je suis désolé, c'est quand même c'est la liberté. La liberté est une. Maintenant, si on la parcellise, on la conditionne, on la indexe, on serait resté avec 10 quotidiens qui ont... C'est des oligopoles, je crois que c'est des oligopoles, ils sont à 3, à 4, et ils détiennent tout ce qui... Bon... Maintenant, le problème est lié justement aux volontés politiques, c'est-à-dire pour promouvoir la liberté, la démocratie, et pluraliste, diverse. Et deuxièmement, on revient pour l'audiovisuel et même pour la presse écrite, il y a cette histoire de régulation, dérégulation, d'autorité, mais d'autorité même administrative, mais indépendante de régulation. Parce que là, on revient à la loi. C'est une autorité administrative indépendante de régulation. Ce n'est pas une simple autorité consultative auprès d'un ministère ou auprès de je ne sais qui. Donc, et là, c'est bien sûr, il faut mettre en pratique, mettre en œuvre les lois ou les règlements qui sont édictés. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des lois, des règles, même pour les conteneurs, qu'a cité mon ami Mostfaoui. Mais les conteneurs, il y a des règlements qui existent, il y a des lois qui existent, mais malheureusement, l'un ferme l'œil, l'autre, il y a des passe-droits, et automatiquement, ça donne l'anarchie. Oui, non, je voudrais un peu revenir sur l'histoire de l'autorité. C'est très, très important parce que c'est elle un petit peu qui fixe les règles. Je vous cite un exemple. Après la diffusion du reportage d'An-Nahar, qui a réagi dans le gouvernement au sujet de ce reportage et de la polémique de ce reportage? Pas le ministère de la Communication, pas le ministère... Attendez, il ne peut pas intervenir. Justement. Allez-y. Pas le ministère de l'université, etc., de la recherche scientifique, une simple organisation universitaire, enfin l'organisation des œuvres sociales. Parce que aujourd'hui, vous êtes devant un vide juridique. Cette télévision et Nahar TV est officiellement une chaîne étrangère qui a un bureau à Alger. C'est tout. Attendez, je termine. Et le problème aujourd'hui, c'est que cette situation va ouvrir la voie à tous les dérapages. D'autres chaînes vont commettre la même erreur, ou peut-être pire, ou peut-être peu. Mais l'essentiel aujourd'hui, l'urgence, c'est quoi? C'est de créer cette autorité, avant même peut-être la loi sur l'audiovisuel qui sert un petit peu à réguler. C'est vrai, très brièvement, pour les auditoires de ZRTV, ce qui est d'importance. Ce reportage sur la vie, la mal-vie, les choses qui se font en cité universitaire, essentiellement de jeunes filles. Nous le savons. Des mafias travaillent, le ministère de l'enseignement supérieur, les œuvres universitaires aussi. Ça, c'est du réel, des camoras, des mafias. C'est un fait. C'est comment faire en sorte que, à côté des médias traditionnels officiels de l'Algérie, comment est-ce que des télévisions privées puissent venir enquêter, travailler, mais dans le sérieux? Le reportage de Nahar TV, le problème, c'est le tarabendo, c'est de l'informel. Je le dis posément, simplement. Il y a du tarabendo, au sens qu'il y a un reportage d'informel. Nous le savons très bien, avec un smartphone, il y a capacité de traficoter, d'embrigader des tas de choses qui vont se dire comme des informations. YouTube, Yahsara, ils ont travaillé beaucoup plus que cela. Donc, la question, Khaled Dararni, tout simplement, c'est comment nous, on pourrait endiguer. Je parlais de conteneurs de ports
Algériens, qui polluent les ports algériens. Il y a 2 siècles, 3 siècles de cela, ils exportaient la graine. Ils nous gangrènent d'importation de trop de choses. Si ça continue de nous gangrener, y compris d'images, avec des télévisions offshore, mais réellement implantées. On va parler à présent d'un volet... allez-y brièvement. Allez-y. Très brièvement. D'abord, ce qui est regrettable dans ce reportage, c'est que ça s'est fait au détriment de Benet Zawali. Parce qu'il y a des filles... on ne va pas faire le procès. On ne va pas faire le procès d'une chaîne de télévision. Et j'espère que leurs parents vont être compréhensifs et relâcher leurs filles pour repartir étudier. Deuxième point, très brièvement, c'est que dans le milieu, tout le monde a l'impression qu'il n'y a que l'info qui peut faire de l'audience. Oui. C'est faux. C'est faux. Ça, on le dit, c'est parce qu'on n'a pas de savoir-faire et on ne sait pas être créatif en culture et en divertissement. Et donc, du coup, on ne s'appuie que sur la politique, alors que l'Algérien a besoin d'autre chose. L'Algérien a besoin d'être diverti et de regarder des programmes brièvement, culturels. Avant de passer au dernier Riyad a tout à fait raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est quoi la cible du téléspectateur? Avec la floraison de programmes et de DVD, de films, etc., aujourd'hui, vous avez 2 phénomènes importants qui captent l'intérêt du téléspectateur. C'est le football et les feuilletons turcs. C'est tout. Le reste, l'information, la politique, comme a dit M. Belkacem Mustafa, oui, ça ne les intéresse plus. Merci. Ça les intéresse plus. Merci Selim Aga. On passe à la dernière partie de Controverse. C'est un volet très important aujourd'hui. C'est celui du marché de la publicité qui permet donc à ces chaînes de vivre et à survivre. Belkacem Benjaballah, vous avez... Ahsen Jaballah, vous avez... Ahsen Belkacem Benjaballah. Non, Belkacem Ahsen Jaballah. C'est pas dans l'ordre. Très bien. Vous avez dirigé Algérie Presse Service, un média public. Vous avez des directeurs de la communication aussi de l'ancien président Yamin Zelouel. Comment estimez-vous aujourd'hui le marché publicitaire en Algérie? Est-ce qu'il peut suivre le développement des chaînes privées? J'ai été aussi DG de l'ANEP, dans une autre vie. Vous êtes bien placé alors. Donc vous êtes bien placé pour répondre. C'est vous qui distribuez la manne? Oui, à l'époque. À l'époque, il y avait le monopole total, global total. À l'époque. Il n'y avait pas de chaîne privée. Non, il n'y avait pas de. Non, il y avait des journaux privés à l'étranger. Est-ce que ce marché publicitaire peut suivre donc ce développement? Non, c'est-à-dire la publicité, le marché publicitaire est lié au développement économique, au développement commercial. Si ça se développe commercialement, ça se développe. Sinon, ça se contracte. Donc c'est un peu lié à la commercialisation, donc c'est tout. Donc marchandisation, pour utiliser un terme sociologiquement accepté. Donc et on le remarque avec maintenant le marché, par exemple le marché automobile qui se contracte un petit peu. On fait de la publicité pour booster, pour relancer. Là, il y a beaucoup de publicité actuellement pour l'automobile, mais c'est pour relancer un marché. Donc, le marché est en train de se développer. Il se développe malgré tout, puisqu'on est maintenant à peu près à 2000 milliards de centimes, le marché, ou peut-être un peu plus, 2000 milliards de centimes. Alors qu'il y a très longtemps, on fonctionnait avec quelques dizaines de millions de centimes. Alors, Riyad Ejder, vous êtes bien placé pour parler de cette question, puisque vous dirigez une chaîne de télévision privée, El Jazairiya. Alors, le lien avec la publicité aujourd'hui? Alors, il y a 2 aspects. En fait, l'ouverture de l'audiovisuel doit être accompagnée d'une étude et d'une visibilité sur quelques années. Et ça, des économistes peuvent le faire, et nous ne sommes pas en train de recréer le fil à couper le beurre. Il faut aller voir ce qui a été fait ailleurs et on fait la même chose. On sait ce que coûte une chaîne de télé en fonctionnement. On a un marché de la publicité et on fait des prévisions. Et après, le manque à gagner, on va le trouver dans différents secteurs. Le ministère de la Culture peut signer des conventions avec ces chaînes de télé en contrepartie de programmes culturels. Le ministère du Tourisme peut signer des conventions avec ces chaînes de télé en contrepartie de programmes touristiques. Et à ce moment-là, on a un appoint de revenus. Parce qu'aujourd'hui, on fait un programme de divertissement à 21h, un prime. Un prime, le minimum syndical, c'est 1 million de dinars, si on veut voir un grand plateau avec un public et une qualité de programme. Si le spot de 30 secondes est vendu à 10 000 dinars, ça veut dire qu'il faut en vendre 100
C'est pratiquement impossible. Donc nous sommes en train d'aller dans du néant. Et ça doit être anticipé et ça doit être pris en charge par l'autorité de régulation qui va afficher un prix minimum d'un spot publicitaire. Comment ça peut être surveillé par rapport à une pige et faire déclarer aux chaînes ce qui a été diffusé. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à une qualité de chaîne minimum. Ensuite, en conclusion, juste pour avoir une idée de ce que coûte une chaîne de télé en fonctionnement... Combien coûte une chaîne de télé? Comme la vôtre, Dzaïr TV ou Al Jazairiya TV, qui avons choisi d'être des chaînes généralistes, pas que des chaînes où il y a un fond vert et on passe des gens avec un visage vert comme des je sais pas quoi. Des martiens. C'est un minimum de 6 millions de dollars par an. C'est 600 millions de dinars par an. Avec un minimum de qualité. Et je suis en train de parler, messieurs, de 3 heures de programme frais par jour. Nous ne sommes pas en train d'exploser. Parce que si on passe sur 6 heures de programme frais par jour... c'est même pas la peine avec 6 millions de dollars. Ensuite, en contrepartie, la publicité, l'audiovisuel dans tous les pays du monde a tiré vers le haut les investissements publicitaires. Le Maroc, par exemple, l'ouverture de l'audiovisuel a multiplié les investissements publicitaires par 4. Parce que les annonceurs devaient suivre et devaient se diversifier. Est-ce que vous pensez qu'en Algérie, le marché publicitaire est saturé, comme le disent certains? Non, il faut le tirer vers le haut en investissement. Et comment tirer vers le haut, Salim Agar? D'abord, il a raison, Riyad, parce qu'aujourd'hui, l'Algérie est le 3e et le dernier pays dans le Maghreb à avoir ce qu'on appelle un IPTV, un investissement publicitaire TV, très faible par rapport à la Tunisie. La Tunisie, une surclasse. Ça, c'est grave parce que nous avons quand même des groupes très importants en Algérie. Je vous cite un exemple. La Sonatrach, par exemple, contrairement à d'autres chaînes de télévision issues de pays pétroliers, n'investissent pas dans l'audiovisuel, ni dans la télévision publique, ni dans la télévision privée. Oublions les ministères, les groupes et les PME. Ce qui est aujourd'hui qu'on doit signaler, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 12 chaînes privées algériennes qui émettent de l'étranger, mais sur les 12 chaînes, vous avez, si je ne me trompe pas, 8 à 7 chaînes qui possèdent déjà un journal. C'est-à-dire que le journal, le quotidien, c'est lui qui ramène la publicité pour la chaîne. Mis à part Dzaïr TV, vous et Jazairiya TV, qui en fait ont démarré de rien. Ils n'ont ni groupe derrière, ni journal. Ils ont galéré, contrairement à Chorouk et Nahar, qui ont déjà des quotidiens très bien installés sur le paysage médiatique algérien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils démarchent la publicité du journal à la télévision avec des prix vraiment imbattables. Riyad en sait un bout. Et vous savez aussi, la publicité, c'est aussi la politique. Si vous ne rentrez pas dans la ligne, disons, éditoriale d'un certain groupe, vous n'avez pas de publicité. Et c'est ça qui un petit peu... Est-ce que les chaînes de télévision, est-ce qu'il y a des chaînes de télévision aujourd'hui qui sont en danger à cause du manque de publicité? Oui, je pense que oui, pratiquement. C'est l'audiovisuel algérien qui est en danger, c'est pas des chaînes. Mais contrairement, on ne réussira pas l'ouverture de l'audiovisuel. Contrairement à 90 où l'État avait subventionné la majorité des titres de la presse écrite privée, aujourd'hui les chaînes ont démarré de zéro en investissant dans le décor, il y a des chaînes aujourd'hui qui sont endettées, qui ne pourront pas, peut-être, vous citez tout à l'heure la chaîne Nesma TV, le bureau d'Alger de Nesma TV risque de fermer au 31 décembre parce qu'il n'arrive pas à récolter de la publicité pour sa chaîne au bureau d'Alger. Peut-être de quelques mots. On s'occupe de questions endogènes de nos chaînes Nesma TV et les d'extraterritorialité et exogène. Elle prend de la pub à la télévision algérienne, donc à la télévision au paysage algérien. Donc endogène. Voilà. Chez les Hemna, c'est l'algérianité. C'est comment construire à l'algérianité tous les socles de développement, et singulièrement télévisuel. Depuis 1987-86, où les Algériens ont été gouinchés, qui mènent Goulou dans les jeux, vers les chaînes satellitaires étrangères, arabophones, francophones, TF1, etc. C'est comment construire d'une façon endogène des conditions de vie réglementées à des entreprises médiatiques
algérienne de télévision. Ceci est un socle indispensable. Je n'ai pas le sentiment, deuxièmement, que les pouvoirs publics actuels qui ont tergiversé la loi sur l'audiovisuel, elle a été galvaudée, elle a été mise de côté, etc., que à l'instant d'où nous parlons, de décembre 2013, il y ait réelle volonté de la part des pouvoirs publics de construire un socle juridique pour que des entreprises de télévision endogènes algériennes se construisent. Ceci est un grand problème. C'est cette vacuité, pardon, 15 secondes, c'est cette vacuité. Non-droit, le non-droit ouvre tous les droits à tout le non-droit. C'est-à-dire toutes les mafias possibles peuvent investir, y compris dans l'audiovisuel. Il nous reste une petite minute avec vous. Une petite minute. Concernant la publicité, d'abord, on oublie qu'il n'existe pas de loi sur la publicité, de règlement sur la publicité. Donc il y a le problème, ce n'est pas tellement l'autorité de régulation qui va intervenir à ce niveau, c'est au niveau, il faut qu'il y ait une loi sur la publicité qui doit... Maintenant, le deuxième point qui est important, là on est en train de discuter de quelque chose, disons, j'allais dire, d'extraterrestre. Parce que les télévisions, vous, lui et d'autres qui existent, ce sont ce que je dis, c'est des télévisions algériennes, algéro-étrangères, ou étrangement algérienne, offshore. Non, c'est même pas offshore, parce qu'elles ont une assise juridique étrangère. Donc, comment voulez-vous qu'en matière publicitaire, une entreprise puisse demain vous fournir de la publicité et comment, au niveau de la facturation, alors que n'existe pas sur le plan juridique. Le mot de la fin, Riyad Ejdal, le mot de la fin. Le mot de la fin, pour moi, la loi sur l'audiovisuel va être accompagnée d'une officialisation de ces chaînes. Ça veut dire avoir des relations normales avec une banque, ne pas avoir à transférer de l'argent de manière douteuse, régulariser toutes les compétences que nous avons recrutées, comme toi et tous les cadreurs qui sont ici autour, qu'on a recruté de l'École supérieure de journalisme et de l'ITFC et de Ouled Fayet, une école qui n'arrive même plus à répondre à nos besoins. Et toutes ces compétences qui ont aujourd'hui une chance de travailler, de gagner un salaire, ils souhaitent qu'il y ait cette loi pour qu'ils se développent dans de bonnes conditions et travailler notre pays. Et nous sommes là pour développer notre pays. Nous ne sommes pas là contre notre pays. Merci à vous. Je présente, avant de terminer cette émission, je vous présente le livre de Belkacem Mostfaoui, Médias et liberté d'expression en Algérie. C'est aux éditions Dal Othmania. Il sera mis en vente à partir de demain dans les librairies. Il est préfacé de Abd Nour Ali Yahya. Voilà, le livre de Belkacem Mostfaoui. Merci à nos invités. Merci à vous, Ahsen Benjaballah, vous ancien directeur général de l'APS, également ancien directeur de la communication du président Zelouel. Merci à vous également, Riyad Ejdal, directeur adjoint d'El Jazairiya, copropriétaire de la chaîne aussi. Salim Agar, rédacteur en chef de l'Expression. Belkacem Mostfaoui, sociologue en médias et communication. Vous êtes professeur à l'école de journalisme d'Alger. Merci également à Saoussen Sebiane d'avoir préparé cette émission avec moi. À mercredi prochain. Merci.